Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro inédit en direct du Buzz TV de TV Magazine. Alors mon invité du jour est un génie, un super-héros que l'on aurait tous adoré avoir en prof de SVT dans la mesure où il est parvenu à réconcilier des millions de Français avec la science. Alors si pendant des années il nous a prouvé que les raisonnements scientifiques n'étaient pas si sorciers que ça, eh bien il nous invite désormais à pénétrer son univers. Un monde où la météo devient folle, où la terre gronde, mais surtout un monde où les animaux occupent une place bien à part. Bonjour Jamie Gourmaud. Bonjour Damien. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Ouais. Écoutez, on essaye de mettre les invités à l'aise ici sur ce plateau. Alors voilà, ces animaux qui nous font du bien, c'est le titre de l'enquête que France 3 diffuse ce soir à 21h, donc dans le cadre de votre collection Le Monde de Jamie. Alors déjà, avant de parler du fond, nous sommes en plein cœur des vacances scolaires pour de nombreux élèves français et de nombreuses familles. Est-ce que ce documentaire est avant tout un prétexte pour voir des images d'animaux trop mignons ? Alors, c'est un prétexte pour voir de belles images, des images spectaculaires, mais qui reposent sur un fond, qui ont du sens. On a toujours veillé dans Le Monde de Jamie à diffuser des images, montrer des images qui ont du sens. Ce n'est pas le spectacle qui nous intéresse au premier titre. Finalement, les images deviennent spectaculaires parce qu'elles correspondent à ce qu'on est en train de dire. Elles illustrent finalement un propos qui lui-même est spectaculaire. Et donc, quand les deux se combinent, ça devient génial. Voilà, ça, c'est une émission, je l'ai vue 10 fois peut-être, depuis qu'elle est montée. Et je dis toujours, quand on arrive à la fin, je verse une petite larme de bonheur. Ce sont les animaux qui vous émeuvent ? C'est vrai. Non, ce ne sont pas les animaux, c'est le rapport qu'il y a entre l'animal et l'homme. Et je trouve que dans cette émission, on a trouvé des exemples qui vraiment illustre ce phénomène. Des choses qui s'expliquent, parfois qui s'expliquent moins bien. Et puis la chance qu'on a eue, et c'est la chance qu'on a avec Le Monde de Jamie, avec l'équipe de France Télévisions, c'est que quand on tourne ces émissions, on a le temps. Là, on a suivi certains animaux pendant près d'1 an. On a suivi le développement, la formation de chiens guides d'aveugles, de chiens d'avalanche pendant 1 an. Et ça, c'est fabuleux, parce que là, au moins, on amène un contenu exceptionnel. Et le résultat est là, on va en parler dans quelques instants. Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page Facebook de TV Magazine et sur lefigaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous séduit tant dans Le Monde de Jamie ? Quelle est l'enquête à laquelle vous aimeriez que Jamie s'intéresse ? Est-ce que vous êtes sous anxiolytique depuis l'arrêt de C'est pas sorcier ? N'hésitez pas, posez toutes vos questions. En attendant, voici les news médias avec Sarah Lecoeuvre. Bonjour Sarah. Bonjour Damien, bonjour Jamie. Alors Sarah, on commence comme d'habitude, tradition oblige, c'est News Média avec les audiences d'hier. Alors hier, il y avait vraiment un choc des titans à la télévision. Oui, c'était entre TF1 et France 2 parce que les téléspectateurs avaient le choix entre deux grands classiques du cinéma français. D'un côté, les bronzés font du ski sur TF1, de l'autre, les aventures de Rabbi Jacob sur France 2. Eh bien, c'est finalement le premier qui a remporté la mise. 4,9 millions de personnes étaient devant la comédie avec Josiane Balasco et Michel Blanc, ce qui représente 21,2% du public. Le long métrage de Gérard Houry avec Louis de Funès a de son côté attiré 3,3 millions de curieux et 14% de part de marché. France 3 suit avec Inspecteur Barnaby qui a convaincu 2,6 millions de personnes et 11,2% de part du public. Et je crois qu'Arte a aussi enregistré un score plutôt sympa. Oui, et un très joli score, il faut le noter, grâce à Impitoyable, c'est ce western américain avec Clint Eastwood. La chaîne a réuni 2,25 millions de cinéphiles, soit 9,9% du public. Arte, ce soir-là, est 5e chaîne nationale, juste derrière M6. Ouais, ce qui est effectivement une très belle performance. Alors Jamie, c'est vrai que dans cette chronique, on parle souvent de la bonne santé de la fiction française, et comme la fiction française caracole en tête des audiences, c'est vrai qu'elle attire de nombreux visages d'antenne, dont des animateurs et des journalistes télé. C'était le cas par exemple de votre ami Michel Simès, qui a endossé un rôle dans un meurtre sur France 3. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente aussi, d'endosser un rôle dans une fiction télé ? Alors, ce n'est pas au programme. Pas encore. On ne me l'a pas proposé. Non plus. Mais ma foi, si ça arrivait, je verrais. Dans un meurtre, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. C'est vrai que c'est vraiment la marque de France 3 avec c'est vrai, des unitaires qui cartonnent. C'est quelque chose que vous aimeriez. Quel est le rôle, par exemple, que vous aimeriez endosser à la télévision ? C'est très difficile, là, vous me posez, parce que jamais je n'y ai pensé. Si je vous sortais d'un seul coup un rôle, ça voudrait dire que depuis des mois, des années, je mijote quelque chose. Pas du tout, pas du tout. J'ai aucune idée. Voilà. Eh bien, on poursuit. C'est News Média avec Thierry Ardisson, donc, qui a révélé ce week-end le coût de ses émissions sur C8.
Oui, c'était samedi sur RTL. L'homme en noir n'a pas fait de mystère sur le prix qu'il facturait à la chaîne du groupe Canal+ pour les Terriens du samedi. Je vous propose de regarder l'extrait. Et puis on est loin des 180 000 € par numéro. Tout le monde en parle, je pense. C'est-à-dire? Au niveau du budget des Terriens. On en est c'est à loin. peu près ça, pourquoi? Ah, on est toujours. Ah, vous avez très bien négocié. J'ai pas négocié, j'ai pas changé mon prix. Ça fait 15 ans que j'ai pas changé mon prix. Oui, mais en changeant de chaîne, on peut aussi changer son prix. Le coût de la vie n'est même pas compté. C'est-à-dire que. C'est vrai, vous leur avez fait cadeau de l'inflation. Mais vous avez parfait. Mais absolument, j'ai fait cadeau de l'inflation. Voilà. Et pourtant, dans mon contrat, il y a marqué que ça doit être indexé sur le coût de la vie, vous voyez. Voilà, donc 180 000 € donc par numéro des Terriens du samedi. Il a ajouté, quand vous allez chez Chanel, c'est un peu plus cher qu'ailleurs, mais c'est Chanel. Moi, je fais de la qualité. Ah, voilà, c'est dit. Au moins, il est modeste, Thierry Ardisson. Alors, c'est vrai que Thierry Ardisson, comme Laurent Ruquier et comme parfois d'autres chroniqueurs, à l'image de Charles Consigny, qui est un chroniqueur dans On n'est pas couché, ces personnes-là font beaucoup le buzz. On parle beaucoup d'ailleurs des clashs à la télévision dans cette chronique. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette télévision qui, justement, cherche un petit peu l'altercation? On le voit au cours de ces derniers mois. C'est le genre. C'est le genre, C'est un genre qui existe à la télévision. Il y a d'autres genres. Ce n'est pas le mien. Non. Vous le savez. C'est différent Maintenant, dans le monde de Jamy. Moi, j'ai toujours considéré que la télévision, c'était un petit peu comme une librairie où on trouve un petit peu de tout. Et chacun, évidemment, essaie de se mettre en valeur dans son genre. Il y en a qui le font très bien, Thierry Ardisson, le premier. Vous pourriez aller chez Thierry Ardisson ou Laurent Ruquier faire la promotion de votre livre dont on parlera dans quelques instants, ou même d'une émission? Ah, si on me le propose, oui, j'irai. Vous irez? Vous n'avez pas peur de Charles Consigny et Christine Angot, par exemple? Il y a beaucoup d'invités qui viennent sur ce plateau et qui nous disent non, on n'est pas couché, franchement, je dirais pas parce que j'ai vraiment peur de me faire dégommer pour pas grand-chose. Vous, ce n'est pas votre cas? Je pense que si on y va, c'est qu'on sait à quoi on doit s'attendre. Et je pense que le public aussi. C'est que la personne qui est sous les flèches de Consigny et de Christine Angot, le public sait aussi dans quel état se trouve celui qui est sous les flèches. Bien sûr, on sait effectivement à quelle sauce on va être mangé. On termine ces news médias avec Marc-Olivier Fogiel. Son livre sur la GPA intitulé « Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?» pourrait être adapté prochainement à la télévision, Sarah. Oui, le journaliste de RTL l'a indiqué samedi. Des discussions seraient en cours avec des chaînes de télévision pour transposer son histoire personnelle à la télévision. Le présentateur du Divan n'a en revanche pas pu donner plus de détails, ni sur la chaîne à l'origine de projet, ni sur le casting. Alors je vous rappelle que dans Qu'est-ce qu'elle a ma famille, son livre qui est sorti en octobre dernier, Marc-Olivier Fogiel raconte comment, grâce à la gestation pour autrui, il a pu devenir le père de Mila, 7 ans, et Lily, 5 ans. Et l'histoire de d'autres couples ayant eu recours à ce procédé illégal en France y est également relatée. Et on l'avait reçu d'ailleurs sur ce plateau, pour parler de ce livre, effectivement. Alors c'est vrai qu'on se rend compte que la télévision cherche à faire avancer des causes, notamment à travers des fictions, à travers des documentaires. C'est le cas de France Télévisions d'ailleurs, et c'est tout à l'honneur du service public. Quelles sont les causes qui vous tiennent à cœur, vous, Jamy, aujourd'hui? Est-ce que vous êtes un homme engagé? Oui, je suis engagé dans certaines causes, notamment auprès d'enfants malades, auprès de certaines maladies génétiques qui sont méconnues, qui sont difficiles à expliquer, qui nécessitent des moyens. Donc voilà, quand on me demande, et je parraine certaines associations, je parraine le bateau de Samantha Davis, et voilà, c'est vrai que mon expérience fait que je suis plus en lien avec des causes qui concernent les enfants. Donc, et on ne peut pas non plus se multiplier dans toutes les causes. Quand je fais quelque chose, j'essaie de bien le faire et de m'y consacrer, de ne pas être qu'un homme sandwich. Et un endroit où vous vous donnez à fond, c'est également sur France 3, dans Le Monde de Jamy, dans un fabuleux documentaire dont on parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV, c'est d'animaux dont on va parler. Alors Jamy, France 3 diffuse un nouveau numéro donc, du Monde de Jamy, c'est ce soir à 21h. Cette fois-ci, vous allez vous concentrer sur ces chiens qui sont de précieux alliés, par exemple dans la lutte antiterroriste, ces chiens qui sont également capables de guider des aveugles ou encore ces chevaux qui apaisent les malades. Alors ma première question est la suivante, pourquoi avez-vous choisi de vous intéresser à nos amis les bêtes qui nous sauvent ou parfois même qui peuvent nous guérir?
Parce que c'est un pan qu'on n'avait pas du tout exploré encore à travers les différentes émissions que nous avions consacrées aux animaux. On a parlé de l'intelligence des animaux, on a parlé de la manière dont ils évoluaient avec le temps, comment ils grandissaient. Et là, on voulait aborder un aspect peut-être plus émotionnel, de lien entre l'homme et l'animal. Voilà. Et est-ce que dans cette enquête, la morale, finalement, c'est nos amis les bêtes sont plus doués que les humains pour nous guérir, nous, humains? Je crois que la morale de cette enquête, c'est que l'homme et l'animal peuvent ensemble faire des choses qu'individuellement, ils ne peuvent pas réussir. À chaque fois, on n'a pas montré un animal, on a montré un tandem homme-animal. C'est le tandem entre le chien de guide d'aveugle, ses formateurs, et puis ensuite la personne aveugle ou malvoyante qui va utiliser les services de l'animal. C'est le tandem entre le chien d'avalanche et son maître. Mais les deux ne pourraient pas fonctionner indépendamment les uns des autres. Même chose avec les chevaux. Je vous disais tout à l'heure, au début de l'émission, que je ne peux pas m'empêcher de verser une petite larme parce que c'est ce lien qui est émouvant entre l'homme et l'animal. Alors c'est vrai que ce documentaire, justement, les pouvoirs de ces chiens, ils font l'objet de nombreux reportages à la télévision, qu'on voit souvent, que ce soit sur TF1, que ce soit sur M6. Au fond, on a l'impression d'avoir déjà vu un petit peu ces documentaires qui sont capables de détecter des cancers, par exemple. Est-ce qu'on va apprendre véritablement des choses nouvelles dans le monde de Jamie ce soir? J'ai envie de vous dire, tous les sujets que l'on traite, on en a déjà parlé. Nous, on aborde les choses avec un angle scientifique, de connaissance, plus que de science, mais de connaissance. Ce qu'on a envie de comprendre, c'est pourquoi un chien va aller sauver une personne qui est victime d'une avalanche. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait que le chien va aller chercher? On l'explique dans l'émission. En fait, le chien joue. Le chien joue, mais il réussit à le faire parce que, je le répète, il y a ce lien avec son maître. Il y a ce lien aussi avec la personne qu'il va sauver. Même chose avec les chiens aveugles. On explique... Quand on parle des chiens qui sont capables de détecter des cancers, on explique aussi comment ils peuvent y arriver. Et là, on est un peu plus précis sur le fonctionnement du flair du chien. Et c'est là où on explique que finalement, ils ont beaucoup plus de capteurs que nous en avons. Nous avons, je crois, 5 millions, je crois, 5 dans notre millions et le chien en a... Alors, j'ai oublié les chiffres. 60 millions. 60 millions. Ouais. Il me semble. Alors, en tout cas, c'est beaucoup plus que les humains. Je sais que la surface de la muqueuse, c'est 5 cm² chez l'homme et c'est 170 cm chez les 170 m², c'est centimètres carrés chez le chien. Donc, beaucoup plus de capteurs, donc des capacités. Et puis aussi au niveau du cerveau, je crois que c'est une surface du cerveau, un volume du cerveau qui est 30 fois plus important chez le chien que chez l'homme. Et on va parler dans quelques instants d'un chien qui est capable de détecter des crises d'hypoglycémie et d'hyperglycémie. C'est aussi incroyable. On va en parler dans quelques instants parce qu'avant, on va aller prendre peut-être la température du côté de nos amis internautes parce que je crois que les premiers commentaires sont arrivés, Sarah. Oui, on a par exemple celui de Victor pour qui vous êtes le meilleur pédagogue de son enfance. Voilà. Et alors, j'ai plusieurs internautes qui me parlent forcément de C'est pas sorcier, votre tube, on peut dire ça comme ça. Par exemple, de savoir si vous avez des nouvelles de Fred et Sabine. Ça, c'est une question de Sylvain. Exactement. Une question de Absolument. Sylvain sur le chat. On a des nouvelles. D'ailleurs, j'ai des messages de Fred sur mon téléphone. On doit se téléphoner tout à l'heure. On tombe bien. Quand je sors d'ici. Voilà. Comment vont-ils? Que font-ils? Écoutez, alors, je vais vous dire une chose. On me pose toujours la question. Mais posez-la leur. C'est vrai, on devrait, on devrait devrait les appeler. recevoir. Effectivement. Voilà. Moi, je sais comment ils vont, mais je ne dirai rien. Posez-la leur. On va pas trahir cette amitié, effectivement. Jamie, alors cette question, justement, sur ce chien Medley que vos caméras vont suivre, qui est l'un des premiers chiens en France capables de détecter les crises d'hypoglycémie et d'hyperglycémie, ce qui est quand même un outil très précieux pour les personnes atteintes de diabète. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'un chien puisse détecter ce genre de crise avant même qu'elle n'éclate, finalement, sans avoir des dons de devin, quoi? C'est ce qu'on explique dans l'émission. C'est-à-dire que on peut constater le phénomène, mais nous, ce que nous avions envie de faire dans le monde de Jamie, c'était d'aller au-delà du constat, c'est de comprendre comment ça fonctionne finalement. Et
le mécanisme repose sur le flair du chien. On disait tout à l'heure qu'il avait donc un sens de l'odorat beaucoup plus développé que celui de l'être humain. Et tout simplement, avant que le patient fasse une crise d'hyper ou d'hypoglycémie, il va dégager des molécules volatiles, des odeurs que nous ne percevons pas, mais que le chien va percevoir. Mais il va le percevoir en amont de la crise. Et donc, il suffit ensuite d'apprendre au chien à faire un petit geste, et ça fonctionne sur la récompense, parce qu'il fait le geste, on lui donne une récompense, et donc dès qu'il va percevoir cette odeur, eh bien, il va avertir le patient. Et le patient va pouvoir réagir avant la crise, parce que c'est un type de diabète qui est extrêmement dangereux. Les patients tombent dans le coma et peuvent mourir. Et donc ce chien qui vit avec ce garçon qui a 15 ans, Hugo, il y a une réflexion qui est géniale. C'est que Hugo le dit, à 15 ans, il a un recul, cet ado extraordinaire. Il dit, ce chien n'est pas dans mon corps, mais il sent mieux que moi comment je me porte. Ouais, c'est vrai que c'est le cas. C'est l'illustration qu'on verra dans Le Monde de Jamie, donc ce soir sur France 3. Une question, Jamie, parce que c'est vrai qu'on parle de vous, mais vous n'êtes pas le seul à incarner cette émission, puisque vous êtes accompagné d'Églantine Émeillé. Ma question, tout simplement, quelle est la valeur ajoutée d'avoir 2 présentateurs dans cette émission, sachant que peut-être vous pourriez animer cette émission tout seul? Parce que je pense que c'est une émission qui dure presque 2 heures, et que c'est bien, à un moment donné, d'être à 2. Sur quelqu'un. Voilà, non, mais de se renvoyer la balle. Églantine et moi, nous vivons dans cette émission chacun des aventures différentes. Et donc, il y a un bel équilibre, je trouve, qui s'organise autour de ce tandem, avec Églantine, qui par le passé a présenté des émissions scientifiques, et donc qui a cette appétence pour le sujet. Donc, on est sur la même ligne, sur le même fil. Donc, on suit des histoires différentes et on fait avancer l'histoire globale de chacun de ces documentaires. Donc là, dans Les Animaux, Églantine a accompagné donc un chien guide d'aveugle, la formation de ce chien. Elle a elle-même participé à la formation du chien, elle a testé les compétences du chien, elle a suivi l'évolution de ce chien. Et puis moi, j'ai suivi un chien d'avalanche. Voilà, donc chacun, nous avons nos histoires en parallèle. Et puis ça nous permet aussi d'aborder des points différents. Et puis ça donne du rythme à une émission. Il faut pas... On parle de télé, documentaire de 2 heures, eh bien, il faut qu'il ait du souffle. Eh bien, je pense que l'un et l'autre, nous sommes chacun l'un des 2 poumons de cette émission. Alors, lorsque vous avez lancé cette collection, Le Monde de Jamie sur France 3, ce n'était pas Églantine Émeillé qui était à vos côtés, c'était Myriam Bounafa, sauf que cette dernière, en fait, s'est absentée en février dernier parce qu'elle a eu un enfant. Du coup, c'est Églantine Émeillé qui lui a succédé. Est-ce que Myriam Bounafa va finir par revenir? Écoutez, pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. Ça se passe très bien avec Églantine. L'émission a évolué aussi au fil du temps. Je crois qu'une émission, elle n'est pas figée dans le temps. Donc avec l'arrivée d'Églantine, eh bien, l'émission a pris une nouvelle tenue et voilà, ça fonctionne bien aujourd'hui comme avec ce tandem-là. Et donc pour le moment, voilà, c'est Le Monde de Jamie avec Églantine. Avec Églantine Émeillé, tout à fait. On retourne du côté des internautes, Sarah, parce qu'il y a de nombreux commentaires. Oui, j'ai une autre question de Jérémy, cette fois, qui se demande si vous participez toujours activement à l'Esprit Sorcier, qui est la chaîne YouTube. Alors non, moi je ne participe pas à l'Esprit Sorcier. Pas dans le projet. Non, c'est le projet de Fred, justement. Donc c'est Fred qui a monté l'Esprit Sorcier. Moi je n'y participe pas. D'accord. Voilà. Mais je consulte régulièrement et on en parle, puisqu'on se voit régulièrement avec Fred, on en parle souvent. Et vous regardez, vous êtes un téléspectateur de la chaîne. Alors on parlait il y a quelques instants effectivement du Monde de Jamie spécial animaux qui sera diffusé ce soir à 21h sur France 3, mais il y a un prochain numéro qui sera diffusé courant avril, qui sera avec Thomas Pesquet. Cette fois-ci, vous êtes allé à la rencontre de ce spationaute. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Quel sera l'objet de ce documentaire? Alors c'est un documentaire qui va être diffusé, finalement, vous savez, nous sommes en 2019. Il y a 50 ans, voilà, il y avait une fusée Atlas qui décollait et dont le module allait se poser sur la Lune. C'est un anniversaire, donc c'était l'occasion pour nous de consacrer une émission entière à la conquête de l'espace et de revoir à travers les yeux de Thomas Pesquet, donc qui a séjourné dans l'espace, qui a fait 2 sorties extraviculaires, qui se prépare actuellement pour faire un autre voyage,
de faire une émission avec lui en fil rouge et d'avoir son regard sur toute cette aventure de la conquête spatiale. Alors, encore une fois, de la même manière qu'on a pris du temps pour faire les autres émissions, eh bien, celle-ci aussi, on a pris beaucoup de temps. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur cette émission. On a eu la chance de passer beaucoup de temps avec Thomas. C'est pas facile parce que c'est quelqu'un qui est très, très, très occupé, notamment par ses fonctions et sa préparation au prochain vol. Mais on a eu le temps de passer du temps avec lui, de participer à un vol 0G, un vol en impesanteur. Vous êtes mis dans la peau d'un spationaute finalement pour ce documentaire. On s'est mis dans la peau de quelqu'un qui est au début de sa formation. Voilà. Alors, c'est vrai que merveilleux. lorsque l'on regarde Le Monde de Jamie, on se rend compte qu'il y a à peu près 3-4 numéros par an, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous aimeriez qu'il y en ait davantage? Est-ce que vous aimeriez que France 3 vous en commande plus? Alors, on pourrait peut-être en faire 1, 2 de plus. Ouais. Mais ce sont des émissions qui prennent beaucoup de temps. Pour le tournage, oui. Voilà. Et des émissions dans lesquelles chaque personne qui participe à la fabrication de cette émission est très, très investie. Le journaliste, le réalisateur, les animateurs, entre guillemets, que ce soit Églantine ou moi, voilà, nous ne sommes pas des lecteurs de fiches. Effectivement, et du coup ça prend du temps et c'est de la qualité. Sarah, des questions? Oui, une autre question, j'ai de Dorian sur votre look, une question mode, qui se demande d'où vient cette barbe, pourquoi avez-vous laissé penser Alors, voilà. j'ai fait il y a quelques années une émission sur les poils et j'explique comment pousse la barbe. Voilà. Donc d'où elle vient. Non, bah je pense comme les uns les autres. Je crois, Damien, vous êtes passé chez le coiffeur il y a quelques temps. Exactement. Voilà, ben on a chacun un look et puis voilà. Des fois on a envie de certaines choses, d'autres fois pas. Et c'est vrai que nous ne sommes pas tous égaux sur le point de vue de la pilosité au niveau de la barbe. Ça, c'est un vrai problème. Absolument. Enfin, un problème, je ne sais pas pour moi, non, pour vous peut-être. Alors, c'est vrai que la saison dernière, tout comme en ce début de saison, je regardais une émission très régulièrement le dimanche après-midi aux alentours de 15h qui s'appelait Comme une envie de jardin. C'est une émission absolument formidable dans laquelle vous sillonnez les routes de France à la recherche des plus beaux jardins de l'Hexagone. Pourquoi cette émission s'est-elle arrêtée? On la voit plus le dimanche sur la grille de France 3. Elle va revenir. Ah, vous me rassurez. Voilà. Elle ne s'appellera plus Comme une envie de jardin. Je vous donnerai le nom de cette émission le moment venu, mais elle va revenir. C'est une émission que j'adore. J'y apprends beaucoup de choses. C'est pas une émission où on apprend à planter tel ou tel végétal, mais c'est une émission dans laquelle on parle d'histoire des jardins, on parle de lieux, on parle de plantes. L'histoire des plantes. Moi, je dis toujours, l'histoire des plantes, c'est l'histoire des hommes. Voilà. Et à travers, vous êtes devant une fleur et vous pouvez remonter de 3 ou 4 000 ans en arrière, même plus, si vous parlez d'évolution. C'est une émission que j'adore. Donc ça va revenir sous la même formule, sous une autre formule? Comment ça va se passer? Une formule un petit peu modifiée. Dans quelle mesure ce sera un peu modifié? Vous changerez de moto et vous irez par exemple en bicyclette? C'est ça? Comment ça va se passer? J'irai à pied. Vous irez à pied, d'accord. J'irai à pied, peut-être. C'est une émission dans laquelle on va consacrer un peu plus comment dire, on va passer plus de temps, de contenu sur le lieu sur lequel on est. C'est-à-dire de faire davantage le lien entre finalement les végétaux dont on parle, les jardins dont on parle et le lieu. Parce que très souvent, les deux sont liés. Et on va parler aussi de votre livre, et ce sera ma dernière question concernant la sortie de votre livre aux éditions Stock. Ça s'intitulera Mon Tour de France des merveilles naturelles et scientifiques, si je ne me trompe pas. Exactement. Alors, quelles sont les merveilles que vous avez choisi de sélectionner donc, dans ce livre? Parce qu'on imagine que vous en avez vu des milliers durant toutes ces années à la télévision. Alors, c'est un livre qui va sortir le 20 mars prochain. C'est 16 voyages à travers la France, du nord au sud, des mines du nord à Marseille pour son savon, au pic du Midi de Bigorre où on parle d'astronomie, en Vendée où on parle de lever de soleil, donc plutôt de physique. On ira aussi au Radome de Plomeur-Baudou pour parler de communication, du premier programme de télévision retransmis en direct, programme intercontinental. On va aussi sur les rives du Rhin pour parler d'électricité, dans le centre de la France, pour parler de fer. Donc ce sera un livre effectivement très riche de vos voyages. Alors, notamment, de vos découvertes. C'est un livre où je fais
un peu de pédagogie, ça je n'y peux rien. C'est plus votre fort que naturel, moi. voilà. Mais un livre aussi où j'avais envie de parler d'émotion des lieux qui portent ces sujets de science. Parce que on s'intéresse à un phénomène scientifique aussi parce qu'il y a un contexte tout autour. Je veux dire, pour aimer l'astronomie, rien de tel que de monter au pic du Midi de Bigorre. Parce que là, vous êtes dans un monde, il y a toute cette approche, il y a les lieux, il faut se poser, prendre le temps d'observer les choses, essayer de faire corps avec le lieu pour comprendre ce qui s'est fait à cet endroit. Et d'un seul coup, on a envie de poser des questions, on a envie de comprendre. Voilà, ce sont tous ces ingrédients que je voulais distiller à travers ce livre, des ingrédients que je n'ai pas toujours pu faire passer à travers l'image, et très souvent on a besoin des mots pour aller au-delà. Et une fois de plus, vous allez nous prouver donc que la science est aussi une source d'émerveillement. Merci beaucoup, Jamil Gourmaud, d'avoir accepté notre invitation. Merci Sarah Lecoeuf d'avoir fait l'intermédiaire entre les internautes et ce plateau. Je rappelle quand même le nom de votre émission, Le Monde de Jamie. C'est ce soir à 21h sur France 3. Les animaux qui nous soignent, qui nous sauvent. Ne manquez pas cette enquête qui est absolument formidable. Vous allez apprendre des tas et des tas de choses. On se retrouve demain pour un nouveau Buzz TV. Cette fois-ci avec un confident qui a longtemps proposé aux anonymes de se confier les yeux dans les yeux. Il ne s'agit pas de Jean-Jacques Bourdin, il s'agit de quelqu'un qui est allé à la rencontre des personnes, par exemple, du Nord pour aller à la rencontre de leur pauvreté. Il s'agit d'Olivier Delacroix, donc il viendra nous voir demain sur ce plateau. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau Buzz TV.